La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel des intégristes de la bande dessinée. Bonjour à tous, bonsoir si vous nous écoutez le soir, car vous pouvez nous écouter quand vous voulez. Car c'est la fête, nous sommes en train de regarder Thio qui vient de se tuer avec un crayon, avec un stylo. Je sais pas ce qu'il a fait. On a évité... planté mon critérium dans le doigt et ça fait putain qu'il est mal de sa race. Comment on peut en arriver là? Excusez-moi. Bon, il s'est trompé de côté pour le stylo, ça lui arrive de temps en temps. Pour information, nous enregistrons cette émission. Il y a un petit bout de peau là qui est sorti. Ah, pas mal. Nous enregistrons cette émission le 26 novembre, donc quelques jours après les attentats de Paris. On va pas trop épiloguer dessus, c'est pas notre sujet. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à parler de BD. On va continuer à essayer de vous conseiller de la bonne bande dessinée. Mais bien entendu, toutes nos pensées vont vers les gens qui ont connu le pire. Et puis aussi peut-être vers toute la France qui risque de morfler un petit peu vu les conséquences que ça va amener. Alors moi personnellement, à titre purement personnel, j'ai envie de dire que histoire de se protéger, moi je vous conseille le port de la barbe. C'est ce que j'ai fait et je dois dire que en plus ça me va très bien. Voilà, disons que grâce à sa barbe, tu as déjà eu droit à des contrôles aux faciès, ce qui est quand même assez étonnant quand son nom de famille c'est Bertrand. Voilà. Hein? Non, on va zapper, allez. Alors on commence tout de suite par quoi? Eh bien, c'est quoi d'abord le programme? Le programme, chef bien, je vais vous faire un petit online. Ça fait un moment que je n'avais pas fait. Alors là, je vous ai mis moult choses de côté pour vous parler de bandes dessinées que vous pouvez lire sur Internet. Ensuite, nous enchaînerons avec nos chroniques. Nous allons vous parler de Buffalo Runner, du Cheval Blême, du fanzine 10-10-10 et nous vous invitons la semaine prochaine à écouter la splash page où nous recevrons les auteurs de ce fanzine. Nous allons ensuite parler de Sex Criminal, Last Man, le tome 7, un nouveau cycle démarre, Détective, les tomes 1 et le tome 2, Les Prométhéens, le tome 1 et le tome 2, et nous vous invitons à écouter la semaine prochaine dans la splash page une fantastique interview de Rafa Sandoval. Mais que c'est beau, des émissions qui sont construites comme ça, sur la durée, c'est ça, on tease comme ça. C'est magnifique. On enchaînera avec un petit express pour parler des nombreux comics qu'on essaie de rattraper à notre rythme comme on peut, et ça sera fini. Et je pense qu'on a un beau programme d'émission. Comment vous allez les gars? Oui, j'ai oublié de me dire, je suis One A Pied, et à côté de moi j'ai... Tiens Tizak, on va commencer par Tizak aujourd'hui. Bonjour Tizak. Bonjour, ça va bien? Tu commences toujours par Tizak. C'est vrai. Alors je vais parler maintenant de Thio. Bonjour moi, Thio. Salut. Voilà. Le mec qui s'est planté un critérium dans le doigt. Voilà, c'est lui. Darwin Awards, ah non, il s'est reproduit. C'est trop tard. C'est trop tard. Mais en même temps, si je m'étais tué avec mon critérium, là, franchement, ouais, j'aurais mérité quand même. Ouais, t'aurais vraiment mérité. Online. J'ai de très nombreuses BD dont je vais vous parler, et je vais commencer par Ab Absurdo de Marc Dubuisson. Marc Dubuisson est un auteur dont j'ai déjà parlé, et qui a lancé une petite série de strips en 4 cases, avec de l'humour très absurde, des choses très débiles, très bizarres, avec un style minimaliste, de sorte de bonhomme bâton rigolo. Si vous aimez l'humour absurde, si vous aimez délirer sur du grand n'importe quoi, c'est vraiment très sympathique. Ça se trouve sur absurdo.lapin.org et c'est vraiment un petit coup de cœur de ma part, parce que c'est très drôle. J'ai adoré un des strips sur le voyage dans le temps qui était magnifique. Je vous invite à remonter vers ce strip-là pour le lire. Voilà, un petit bijou, Ab Absurdo de Marc Dubuisson, absurdo.lapin.org. David Snug, en deuxième sélection. David Snug est un fan de musique, c'est vraiment le look qu'il a. Il se dessine avec une grosse barbe de hipster et un bonnet. Je pense que si j'ai dit hipster, il va me péter la gueule. Et il a une sorte de discussion un peu punk et désabusée sur le monde de la musique. Globalement, il fait pas mal d'articles qui sont publiés dans des magazines, dont New Noise par exemple.
Et il se moque un peu des choses, genre le cinéma de plein air, les tremplins rock pour faire connaître les groupes. Et ils disent ce qu'ils en pensent très sincèrement, avec un humour froid et désabusé qui est franchement très très drôle. Voilà, David Snug, je vous invite à aller lire son blog. J'ai passé un très bon moment à le lire. Bon, j'imagine que vous n'avez rien lu de ma sélection, donc je peux tout de suite zapper. Franchement, ouais, vas-y, carrément. D'accord, j'y vais. L'atelier Mastodonte a ouvert un blog. L'atelier Mastodonte, c'est un atelier virtuel d'auteurs de BD qui sévit dans Spirou et dont 3 tomes sont déjà parus. On chroniquera le 3e tome un jour, vu que je l'ai acheté, donc on le chroniquera forcément un jour. Et donc c'est un blog dans lequel ils mettent des bonus, quelques strips de l'atelier Mastodonte qui sont présents. Ils se mettent beaucoup en scène, ils font beaucoup d'autodérision et d'humour. Donc vous pouvez avoir les coulisses d'un roman photo qu'ils ont fait. Vous pouvez avoir quelques blagues, des fiches sur les auteurs. Ils racontent un peu toutes leurs conneries. Et puis ils font des concours des fois. Par exemple, ils avaient fait un super concours et en fait personne n'a répondu. C'est dommage. Ils voulaient faire gagner les planches originales. Ah, c'est ballot ça. Ouais, c'est ballot. Donc moi je vous invite à aller y jeter un œil et puis quand ils vous posent des questions, vous répondez parce que vous avez vraiment la crème de la crème des auteurs. Trondheim, Thébault, Alfred, j'en oublie des tonnes. Trondheim, ils sont vraiment très 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 nombreux et c'est toujours un plaisir à lire. Donc l'atelier Mastodonte que vous pouvez voir sur l'ateliermastodonte.blogspot.fr. Puis ils ont l'air d'avoir une bonne consommation d'alcool. C'est possible, mais ces auteurs de BD, ils ont peut-être pas besoin d'alcool pour être débiles. On enchaîne avec le Turbo Média. Tiens, ça faisait longtemps. Du festival de blog BD qui s'appelle maintenant WeDo BD. Donc en gros le Festiblog a changé de nom, s'appelle maintenant WeDo BD. L'idée c'est qu'il ne parle plus que de blog parce que le blog c'est trop années 2000. Le blog is dead. Voilà, il parle plutôt de les gens qui font de la BD sous toutes ses formes et en général qui se diffusent sur internet. Et pendant le WeDo BD, tout le monde dit encore Festiblog, ils ont fait une sorte de méga turbo média en se mettant tous, avec Balak, Bill, Gobi, Fabien Mess, Joffo, Mast, Malek, Rafshan, Marguerite Sauvage, Maliki, Pénélope Bagieux, Elsa Chartier, Boulet, Clem Clé, Niconeda, Thorne, Lemlu, Ryoga, David Mourier, Bastien Vives. C'est plutôt pas mal. Et Batraf qui a géré la technique derrière. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est sur. Alors l'adresse est horrible. Vous trouverez le lien sur le site parce que c'est vraiment pas lisible de suivre. Je vais vous lire une phrase qui résume l'ensemble. L'idée était de réaliser une BD en un week-end depuis Paris, New York et Tokyo pour montrer que le numérique pouvait également servir à créer ensemble en rétrécissant les distances et le temps. Ouais, je trouve ça super choupi. Voilà. Bah, il y avait Malek qui était au Japon. Il y en avait d'autres qui étaient ailleurs. Enfin, moi, je trouve ça quand même sympa. Et puis c'est bien débile et bien drôle. Rouge Corbeau, une bande dessinée de Fred Booth. Fred Booth est un auteur que je suis et que j'apprécie beaucoup. Je regrette qu'il y ait peu de choses qui soient publiées de lui. Il avait réussi à publier Spécial Origine en autopublication, qui était bien sympa. Et régulièrement, il s'essaye à de nouvelles choses parce que il aime la BD, il continue la BD. Il essaye de nouvelles approches graphiques. Voilà. Et là, il fait Rouge Corbeau, une BD moitié en impro. Il savait pas trop où il allait, en tout cas, mais graphiquement, c'est super intéressant. On se balade dans les quartiers populaires de Hong Kong et on suit quelques personnages et leurs intrigues, leur vie, dans un côté un peu le côté interlope, je crois que c'est le mot intelligent pour dire des paumés de la ville, quoi. Voilà, Rouge Corbeau, c'est sur fredboot.com/rouge_corbeau_1 pour lire le premier, c'est très chiant. Petit regret, il propose du PDF, pas de lecture directe en ligne, c'est un peu dommage, mais bon, je vous invite à aller lire ça. Il y a 2 chapitres qui sont parus pour le moment et c'est très cool. Moi, je trouve ça très bien, tu peux le télécharger et tu te le lis où tu veux, quand tu veux, sans réseau. Oui, c'est vrai. Sauf si t'as pas de batterie, grand batterie. Oui, bah voilà. En même temps, s'il y a pas de tablette non plus. Voilà. Oh, encore un Turbo Média! Tiens, ça faisait longtemps. Monkey Girl et Dragon Dude, épisode 1. C'est c'est par Balak et Bars, c'est super cool, c'est une histoire... Tiens, Balak dans du Turbo Média, ça faisait longtemps. Ouais, bah non, on va encore parler de lui, Balak, et pas dans du Turbo Média tout à l'heure. Donc, en gros, Balak a écrit le truc dessiné par Bars,
Je pense que ça se prononce Bars, c'est TH. Bart. tu vois. Ou Bart aussi. Ouais. C'est bien aussi. C'est Tu plus- dis, par exemple, tu dis, je vais pas à Saint-Bars. Je vais à j'allais Saint-Bars. faire la même. mais Bah, ça dépend si t'as des chamallows dans la bouche, tu avez dis des que tu goûts allais à Saint-Barth. vous avez des goûts de luxe aussi. Moi, je vais la couronne. Saint-Barth-sur-Oise. Ah. Bon, en gros, on suit des policiers, donc une flic qui a une tête de singe et une queue de singe aussi, à l'enterrement apparemment de son ancien coéquipier, et elle... Ouais, d'ailleurs, enfin, voilà, la queue qui dépasse du jean, t'as l'impression qu'elle a juste la ficelle du Tampax qui coule, quoi. Voilà. C'était C'était classe. la minute classe de Tizak. Merci. Bonjour. Voilà. Enfin bon, d'un autre côté, une de ses premières répliques qu'elle balance à l'enterrement, c'est le plus chiant avec Gumi, c'était ses gaz. Je pense que je suis dans le ton. Voilà. Donc c'est plutôt sympa, un style graphique que j'aime beaucoup, qui fait penser un peu à du Jamie Hewlett, à la Tank Girl. Je pense d'ailleurs que le Monkey Girl n'est pas forcément une absence de référence. Bref, allez voir ça. C'est sur turbointeractive.fr. C'est un portail du Turbo Média qui a été monté par Batrave, justement, qui est développeur et qui se propose de vous donner un coup de main si vous avez des projets de Turbo Média pour vous aider techniquement à les faire. Voilà. Et je trouve ça plutôt très très cool. Et nous allons commencer par Buffalo Runner. Buffalo. Buffalo Je Runner. savais que t'avais envie de la faire. Merci, je te remercie. Je t'ai lancé, tu as vu. Pour une fois que c'est pas toi qui chante. Ouais, Comme quoi, mais tu vois, c'est un virus. c'est ouais. Alors donc on retrouve déjà un bouquin édité par les éditions Rue de Sèvres. Dont on a encore jamais parlé, je crois. Ben non, pas encore, parce qu'en fait, je sais pas s'ils sont nouveaux ou pas, mais moi je commence à les connaître, on va dire, par Ça fait 1 an qu'ils existent. donc par le Château des Étoiles de Alice, par le truc des hommes de Zep, Oui. et donc Buffalo Runner aussi de Tiburce Auger. Alors là on va Auger. faire Auger. Auger. Voilà, Tiburce Auger, Tiburce Auger. qui est déjà connu pour avoir fait donc Au roule, le souffleur de nuages, qui était exceptionnel, un super bouquin. Surtout Gorn. Et aussi, oh s'il te plaît, merci. Oh, c'est mon truc quoi. Gorn. Voilà. Bon, qu'est-ce que c'est que Buffalo Runner? L'aventure commence en fait dans une sorte chez un photographe qui prend en photo des gars de la ville qui viennent pour se faire tirer le portrait en faisant croire en fait que c'est des vrais gars de l'Ouest quoi. Le gars de l'Ouest qui a vécu, qui est couvert de poussière. Et le gars dit mais attends, mais comment est-ce qu'il faisait avant pour se balader dans l'Ouest avec tout ça sur le dos quoi? Bon, on passe à la suite et là il recommence à regarder tous les portraits qui sont sur le mur et puis là il fait oh celui-là il est super joli et tout, et là le photographe fait ouais mais ça c'est un vrai gars de l'Ouest, ça c'est Ed Fisher. Et plan suivant, on se retrouve avec une famille avec donc le père, les 2 enfants qui sont en petite carriole, qui ont quitté la Nouvelle-Orléans pour aller vers la ruée vers l'or quoi, hein, vers la Californie. Ils vont s'arrêter dans une petite ferme au Mexique à peu près pour demander un petit peu d'eau, se reposer, et là bon ils vont se faire attaquer, et avant on va dire que il va se passer plusieurs choses graves. Le petit meurt, la fille se fait violer, le père est pendu par les pieds, mais avant qu'ils arrivent à tuer toute la famille, d'un coup les 3 brigands se font tuer par un mec, un grand cow-boy qui arrive. Le cow-boy, il a dézingué les 3 méchants, et il dit ça a dû attirer les potes des brigands, donc on va se réfugier dans la petite bicoque la nuit avec donc la fille qui est la seule survivante. Et pendant cette nuit, il va raconter toute sa vie de cow-boy. Le mec, il a été récupéré par les Indiens, il a fait la guerre contre les peaux-rouges, il a été le chef de la sécurité d'un agriculteur français, enfin un éleveur français qui était venu se mettre au Texas. Le mec, il a eu 12 vies quoi. Il te raconte tout ça pendant. Il était chasseur de bisons. Ouais, il te raconte tout ça dans la nuit. Et voilà, c'est. Je vais pas aller plus loin parce qu'après ce serait encore raconter l'histoire, mais c'est absolument génial. Voilà, je peux pas aller au plus loin que ça. Bon, déjà j'aime beaucoup le dessin de Tiburce, c'est depuis Gorn, depuis Au roule. Moi j'aime bien la gueule de ces personnages. Il a vraiment c'est pas de la caricature, mais ils ont tous un visage qui a un faciès qui est vraiment particulier. Donc je pense que là c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Mais voilà, là il fait comme d'habitude presque toujours tout seul.
avec le scénario et le dessin. Mais c'est vraiment splendide au niveau du dessin. Au niveau de l'histoire, on revisite un peu le western. On est vraiment sur un western désabusé, le cow-boy qui te raconte toutes les merdes qui lui sont arrivées dans la vie. Et finalement, le truc un peu idéalisé du cow-boy, là, et il en prend quand même un bon gros coup dans la gueule, quoi. Qu'est-ce que vous en avez pensé après voilà, mon monologue de 5 minutes? Alors, moi graphiquement, j'ai énormément apprécié. Parce que un reproche que je trouvais souvent à Tiburce Auger, c'était son côté un peu vaporeux dans son dessin, quelque chose qui manquait de consistance, tu vois, quelque chose et qui manquait aussi de justesse, qui était très déformé dans les anatomies, etc. Là, je le trouve beaucoup plus juste dans le dessin. Il a gardé ce côté un peu vaporeux parce qu'il a toujours son travail à l'aquarelle ou à l'encre, enfin je sais pas comment il travaille techniquement, mais qui rentre vraiment bien dans l'ambiance. J'ai trouvé ça très très réussi avec des pleines pages magnifiques, c'est superbe. Niveau scénar, ça m'a fait penser un peu à Little Big Man, un film d'Arthur Penn des années 1970 avec Dustin Hoffman et Faye Dunaway, qui est un très très grand film, et je me suis vraiment retrouvé cette approche-là. Là, il aurait fallu que tu prennes la voix de... Ah merde, la dernière séance. Ah oui, Eddie Mitchell. Eddie Mitchell. Ouais. Et donc voilà, donc vraiment un bouquin qui m'a beaucoup plu. Sur la chute, parce qu'il y a une chute, je dirais, sans la révéler, je trouve que quand on connaît l'auteur, c'est un peu facile parce qu'il retombe un peu sur des sentiers dont il a un peu trop l'habitude et qu'il exploite un peu beaucoup dans chacun de ses bouquins. Alors, ouais. Parce que tu connais parce que je connais ce qu'il fait. Mais en même temps, alors est-ce que c'est ma naïveté naturelle? Mais moi, je me suis pris la fin en disant, waouh. Alors, moi j'ai fait. Même en connaissant le truc, j'ai fait waouh. Ah non, mais je m'y attendais pas non plus. Mais quand elle est arrivée, ah bah oui, forcément. Ouais, mais... venant de lui, voilà, c'est tout. C'est mon côté désabusé. Ça, c'est pareil quand tu regardes Spielberg. À la fin, les gentils gagnent. C'est ça. T'es pas surpris non plus. Mais je trouve vraiment que l'ensemble, moi, je trouve vraiment super bien construit. C'est extrêmement bien construit. Voilà. Moi, point de vue dessin, déjà, je me suis régalé du début à la fin. Hein. Il y a de la douceur, il y a du dynamisme. Les ambiances sont retranscrites vraiment à merveille. On rentre dedans, comme tu disais. Tu te laisses prendre par le récit. Le travail sur les couleurs, c'est absolument fabuleux. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a de la poussière, il y a de la tension, il y a de la haine, il y a de la colère. C'est juste génial. Et sur le scénario, bah voilà, la construction se fait avec beaucoup de flashbacks qui sont assez longs sur la vie d'Edmund Fischer. Et chaque morceau raconte à la fois des événements marquants pour Fischer, ses rencontres, ses amours, les objets fétiches qu'il va avoir et comment il les a récupérés, notamment son Colt. Et tout ça, en parallèle avec la construction des États-Unis et des événements marquants, des événements vécus, des événements humains, le racisme anti-indien, le racisme anti-juif, le mythe du tout est possible, mais en même temps pas de manière aussi glorieuse que ce qu'Hollywood veut bien nous le montrer. Même chose, le mythe des self-made men, c'est pas si jojo et c'est pas été si facile que ça avec quand bien même autant d'argent et de bonne volonté qu'on veut. Les grands espaces, les banques qui se mettent en place et qui vont être les rois du monde. Bref, voilà, c'est extrêmement complet, dessin, scénar, c'est que du bonheur. Voilà, pour moi c'est à lire et à offrir. Et alors, tu en ferais quoi? À lire et à offrir. Ok, donc. Moi, en fait, alors pour l'instant, il serait placé dans la case à prêter à tout le monde. Parce que comme c'est un one shot, c'est vraiment un truc que je pense qu'il faut. Enfin voilà, moi j'ai vraiment envie de le prêter à tous mes potes, bon, autre que vous, on va dire, mais surtout voilà, peut-être à mes parents parce que je sais que mon père, ça pourrait lui plaire ce style-là. Donc à prêter au départ et une fois qu'il aura fait le tour, il sera en fait juste dans la case ce que je relis vraiment fréquemment, quoi. Oui, bah moi je l'offre à un fan de Little Big Man parce que moi c'est un film qui m'a marqué quand j'étais jeune. C'est un très très bon film et j'ai retrouvé un peu cette ambiance et ce ton avec une approche légèrement différente. On suit un autre chemin, mais on est un peu dans le même ordre d'idées. Un très très bon bouquin.
On passe au Cheval Blême, le Cheval Blême de David B, publié chez l'association pour la modique somme de 14 €. Tu nous balances quand même le prix d'un bouquin où l'éditeur insiste pour que le prix soit mis sur un sticker derrière, parce Ouais. que tu comprends, c'est pas un objet commercial. Non, mais justement, voilà, je veux pas que des gens mettent n'importe quel prix sur ce bouquin. Ah non, c'est le prix, c'est le code barre qui est sur un sticker, pardon. Ouais, Métier. parce que le prix est affiché directement Tiens, dessus. paf dans tes dents. bim. Ouais, c'est une réédition. C'est un des premiers bouquins de l'association. Vas-y. Oui, parce qu'effectivement, c'est un recueil qui date quand même de 1992. C'est pas du tout jeune, mais comme je suis en train de me montrer ma collecte complète de David B, ben forcément, je repars aux sources. Donc ce recueil qui date de 1992 et qui condense une douzaine de cauchemars de l'auteur, que l'auteur a pu faire dès 1981. Donc ça remonte assez loin. On est dans une espèce de voyage onirique, fantasmagorique. On a de l'étrange et de l'horreur qui se mêlent, avec un petit peu d'absurde au milieu. Bref, ce sont des rêves, hein. On est bercé par tout ça, avec tout ce que ça peut engendrer de vrai, de faux, d'horrible. Alors on est dans une retranscription en pur noir et blanc. Ça correspond vraiment à l'ambiance de cauchemar dans laquelle le livre et l'auteur veulent nous baigner. Comme toujours, David B joue avec cette simplicité du noir et du blanc, de l'extrême gros plan à quelque chose de bien plus large, de l'absorption au rejet des éléments du décor, un travail sur les angles de vue. Bref, c'est du David B, bien que ça fasse partie de ses premières publications. Et l'auteur nous trimballe dans ses délires, pour reprendre, j'ai oublié le nom de ce chroniqueur, les délires en absurdie, dans lesquels bien l'horreur est présente, hein, bien sûr, on est dans les cauchemars, et ce dès le départ, voilà, dès le premier cauchemar en 81, et pourtant l'auteur était déjà assez jeune, alors jeune pour écrire, mais finalement assez âgé pour pouvoir se rappeler. C'est pas des cauchemars d'enfant, puisqu'il avait à peu près 22 ans à l'époque. Donc voilà. Je saurais pas dire si c'est un incontournable de David B. Ça, je vous laisserai juge. Mais ce qui est agréable aussi, c'est que l'auteur se livre complètement dans ce bouquin. C'est très très personnel. À défaut d'être une référence pour les lecteurs, ça pourrait en être une bonne pour les psychiatres en tout genre, en devenir ou qu'ils le sont déjà, parce que les histoires sont extrêmement riches de détails, je trouve, pour une retranscription de rêve. Ils sont tous plus terribles et plus loufoques que les autres. Voilà, à la fin du bouquin, je pense pas qu'on arrive à dire si c'est un livre qui plaît ou qui plaît pas. C'est un livre qu'on traverse et que voilà, l'auteur nous fait part de ce qu'il a vécu. Et encore une fois, voilà, moi ce que je retiens, c'est la quantité de détails qu'il arrive à retranscrire de ses cauchemars. Ouais, alors moi je t'avoue que c'est plutôt le bouquin qui m'a fait culpabiliser en fait. Je me suis posé la question, est-ce que j'ai vraiment des rêves de merde, hein, ou est-ce que j'ai des rêves extraordinaires mais que j'ai pas la capacité de David B de m'en rappeler? Ou est-ce que tu as une santé mentale bien meilleure que David B? Ça, je me permettrai pas de juger, mais voilà. Donc c'est vrai que moi je l'ai lu. Alors j'ai trouvé ça intéressant, mais j'avais à chaque fois cette espèce de double lecture en me disant mais on peut rêver de ça, parce que il y a des rêves. Je me suis dit mais quand tu fais un rêve comme ça, tu te réveilles le matin, tu dois pas être trop en forme quand même, quoi. Et il y en a d'autres où tu te dis mais c'est un monde complètement barré, quoi. Ta nuit tu la passes dans un monde totalement onirique avec des trucs pas cool, quoi. Enfin voilà. Alors moi, j'ai surtout vu comme un travail de jeunesse, puis un travail sur le temps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rêves de 81 et beaucoup de rêves de 91, et assez peu entre les deux. On a l'impression qu'il a commencé à noter des rêves en 81, qu'il a fait une pause, et qu'en 91, il s'y est remis. Ou alors, c'est juste qu'il a noté que les rêves récurrents. Ouais. Enfin, quoi qu'il en soit, ce que je trouve très intéressant dans ce bouquin, c'est que les premiers rêves sont très très textuels. On a beaucoup de textes sur les cases, on a une narration. C'est de l'illustration de texte. Et quand on arrive vers les derniers, on a quelque chose qui est beaucoup plus proche de la narration de bande dessinée, où on a du texte avec pas, il n'y a pas de narratif au-dessus, où on a vraiment une évolution. On sent, voilà,
un progrès dans la façon de raconter au niveau de l'auteur. C'est peut-être aussi une façon de se souvenir des choses, mais j'ai vraiment trouvé une progression dans la façon qu'il avait de raconter les choses, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Après, voilà, c'est un bouquin sympa, c'est joli pour du David B, mais c'est vrai que ça reste un peu anecdotique par rapport aux autres bouquins qu'il a pu faire. Complètement d'accord. Vous en faites quoi ? Moi, je dirais que c'est juste à emprunter au pote qui l'a acheté, mais pas plus. Bah, le pote qui l'a acheté est content d'attaquer sa collègue de David B. Enfin, de compléter sa collègue de David B. Moi, je le donne à un pote insomniaque parce que je me dis que Non, ça alors- peut l'occuper. Non, alors ça, je le place Non, pas à non, Insomniac. non, Justement, il voilà. aura pas envie de dormir, peut-être. Non, là, ça sera mort, là. Voilà, non, mais moi, je trouve ça non, sympa. Non, je veux dire, tant qu'à pas dormir, autant dire des trucs rigolos. Enfin, si on veut. Rigolo. Le fanzine 10-10-10, nous avons les 2 premiers volumes qui sont parus, qu'on peut se procurer assez facilement quand on rencontre les auteurs en festival, donc autant dire que c'était pas forcément si facile que ça, mais qu'on peut aussi se procurer si on va sur leur site et qu'on les contacte, on leur demande. Ils ont eu la gentillesse de nous l'envoyer, nous les interviewons dans la prochaine splash page, qui paraîtra la semaine prochaine. Les auteurs du collectif, ce sont principalement Rion, Willow et Piki dans le tome 1, qui sont rejoints par Nasties, Blop et Hummus dans le tome 2. Les histoires sont assez variées, dans des styles très différents. On est vraiment dans du fanzine à l'ancienne, c'est-à-dire dos agrafé, on a l'impression que c'est de la grande photocopie A4, c'est du noir et blanc. Ce qui, malheureusement, fait que sur beaucoup d'histoires, c'est un problème parce qu'on sent qu'elles ont été pensées pour la couleur. Il y en a certaines, j'étais triste de voir que c'était gâché, entre guillemets, qu'elles soient publiées en noir et blanc. C'est-à-dire que je me suis dit, waouh, ça doit trop jeter, mais en couleur. Donc, il y a des histoires très variées, dans des styles très variés, quelques histoires complètes, des histoires à suivre, dont La vieille maison sur les West Street et Le voyage de terre, qui sont assez sympathiques. Alors le voyage de terre nous raconte l'histoire de la Terre, mais on en parlera plus longuement, je pense, quand on chroniquera cette BD qu'on a reçue en intégrale. Donc en gros là on va suivre la Terre qui est personnifiée, qui veut se balader à travers l'univers. On a La vieille maison sur les West Street qui va suivre un artiste sculpteur avec ses collègues et à qui va arriver des choses étranges. C'est personnellement moi la BD qui m'a le plus plu. Je trouve le style graphique vraiment sympa, un peu cette veine BD d'horreur à l'américaine. Tu vois, cette tranche de BD d'horreur underground américaine que j'aime beaucoup. Une ambiance qui est très réussie et un style graphique qui colle super bien au noir et blanc pour le coup, qui marche très très bien. Je vais pas m'attarder sur les trucs, mais peut-être que vous pouvez me parler d'autres histoires qui vous ont vraiment plus marqué que d'autres. C'est toujours difficile de chroniquer en peu de temps un collectif. Alors, moi, Lazare, j'ai bien aimé l'univers qui est présenté et la construction du scénario m'a plutôt bien plu. Ouais, c'est un univers un peu arabisant, genre Mille et une nuits. Ouais, et au-delà de l'univers arabisant, on termine sur une ouverture et sur un départ et sur des aventures lointaines. Enfin bref, j'ai trouvé l'idée, le concept intéressant, la mise en place et le relationnel entre ces personnages intéressants. Ce que j'ai bien aimé moi aussi dans les West Street, c'est l'ambiance qui est donnée. Voilà, maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup de bonnes idées de départ, beaucoup de bonnes idées, que ce soit au niveau du dessin, que ce soit au niveau du scénario. Globalement, il y a encore un petit peu de travail de peaufinage, je trouve, à faire, que ce soit pour certains dans la mise en page, dans la lisibilité, dans le positionnement de certaines vignettes de texte, dans l'agencement de certaines cases les unes par rapport aux autres, encore une fois, dans un sens de lisibilité. Oui, il manque peut-être un travail éditorial, c'est ça que tu veux voilà, dire en il y a un fait. petit travail éditorial derrière. Voilà, alors maintenant, il n'y a pas de relecture derrière par une maison, par des professionnels de l'édition qui vont Bon, publier après, les ça, professionnels machin. le font pas forcément, mais effectivement, oui. Voilà, en tout cas un travail de conseil. Maintenant, voilà, il y a plein de choses intéressantes là-dedans pour certains scénarios, pour certains dessins.
lors de l'interview que vous écouterez peut-être, je l'espère, la semaine prochaine, moi je me suis un tout petit peu attardé sur Hummus et je suis resté sur ma faim parce qu'il n'y a pas cette page. Voilà, graphiquement et au niveau de l'ambiance, c'est quelqu'un qui a réussi à produire quelque chose d'assez dense et d'assez intéressant en l'espace de 4 planches. Voilà, donc c'est une bonne vitrine que ce magazine pour que ces jeunes filles et ce jeune homme puissent se montrer, et voilà. Bon courage et bon vent. Kyo, t'as... Ben moi, il y a deux histoires en fait, qui m'ont bien plu. C'était aussi Lewis Street, décidément qui fait un peu le côté unanime, quoi. Hein. Et c'est vrai que j'ai trouvé graphiquement les 4 pages de Hummus qui est... Ouais, il y a pas beaucoup de texte, il y a vraiment que du graphique, mais ça va, c'est vrai que ça m'a pas mal parlé quand même. Je voudrais aussi revenir sur Pill's Quest, qui a un côté graphique hallucinant. Je trouve ça super. Mais alors, je crois que sur le voyage de terre, c'est un peu gênant. On voit que ce soit en noir et blanc. Mais alors sur Pill's Quest, c'est... Oh mon dieu, mais pourquoi? Je veux voir à quoi ça ressemble en couleur. Ça doit être trop beau, ça doit péter. Alors, nous envoyer des lumières, des étoiles dans tous les yeux. Et voilà, ça pète dans tous les sens. On sent que c'est censé péter. Sauf que là, c'est en noir et blanc. Pill's Quest, de mémoire, je me rappelle plus qui l'a pensé et produit, mais alors je ne le savais pas encore. Voilà. Donc je ne sais pas si elle bosse dans le même domaine que certaines de ses collègues, mais je trouve que c'est pensé comme un dessin animé. Au niveau des cadrages, au niveau de la façon dont l'action est menée, au niveau des effets, je trouve qu'on est dans des dessins animés actuels au niveau de la façon dont c'est réalisé. Vous en feriez quoi? J'en parle autour de moi pour que les gens s'y intéressent. Kyo? Dès qu'il a récupéré un poumon, il vous en parle. Hein. Attends, ramasse-le. Tiens, je te le rends. Merci. Moi, ce que j'en ferais, c'est... A priori, le problème, voilà, c'est que tu sais très bien que je ne suis pas trop fanzine. C'est vraiment pas le truc que j'apprécie de lire. Surtout, en fait, parce que c'était la même raison pour laquelle j'aimais pas... Je suis pas fan de Spirou ou du journal de Mickey. C'est le côté feuilletonnant. Je préfère avoir vraiment le truc complet en une fois et lire juste quelques pages. Moi, ça m'insatisfait grandement. Par contre, voilà, l'avantage... Tu parlais pas d'une BD chez Rue de Sèvres, feuilletonnante, dont t'es à fond. Je trouve que tu te contredis quelque peu. Enfin, je dis ça comme ça, hein. Le problème, c'est que dans Rue de Sèvres, là, je vous parle le Château des Étoiles, on n'est pas sur quelques pages où il y a un petit bout d'histoire et après, il faut attendre la suite. Oui. Voilà, bon, ça c'est le problème que moi j'ai avec le fanzine. Maintenant, le truc qui est intéressant, c'est que j'ai trouvé des histoires qui sont pertinentes, qui sont intéressantes, qui m'ont intéressé, et là du coup t'as envie de dire mais ce serait cool qu'on ait un recueil. Crowdfunding, voilà, ce serait intéressant de peut-être se lancer pour certains trucs, ou d'essayer de voir peut-être pour des versions que numériques en vente, quoi. Ouais. Alors moi j'attends que ça devienne collector. Et je le ressortirai aux auteurs dans 10 ans, quand ils seront devenus super balèzes, parce qu'il y a quand même un bon niveau, et comme ça, dans 10 ans, quand ils seront super balèzes et que je leur ressortirai ça, et ben, ils feront... Mon Dieu! Quoi, je faisais ça et tout? Ça. Non, mais c'était trop bien, j'adorais et tout. Ah non, mais moi, maintenant, je trouve ça... Enfin, voilà. Tu sais, comme quand tu ressors un truc, un auteur 10 ans après, c'est toujours un grand moment, voilà. Mais c'est parce que je dois avoir un côté un peu sadique. Et tout de suite, on va donc parler de... Est-ce qu'il faut que tu lèves ton truc voilà, avant que je le fasse tomber? Ce serait dommage hein, de balancer. De quoi tu parles? Ouais, lève ton truc avant que je le fasse tomber. Alors tout de suite, on va parler donc de Sex Criminals. Pour une fois, ça parle de sexe, c'est toi qui fais le pitch. Exactement. Volume 1. Ouais, alors, putain, ça c'est l'hôpital qui se fout de la charité, mais alors avec une force. Alors, volume 1, donc qui s'appelle Un coup tordu, qui est paru chez Glénat Comics. Donc tout de suite on va déjà placer que Glénat, vous nous faites chier avec vos formats qui arrêtent pas de changer dans les Glénat Comics. Arrêtez quoi. Pierrick, il en peut plus dans ses bibliothèques. Trois formats différents chez vous quoi. Il y a un moment soit vous choisissez un truc, soit vous le choisissez pas, mais faites quelque chose. C'était le coup de gueule de Thio. Donc de Matt Fraction et Chip. Alors ça va être Zdarsky. Ouais, merci. Et Hutch. Ah, putain, j'ai pas eu le temps de la faire. C'était trop facile. Alors de quoi ça nous parle? Alors Suzy, en fait, qui est une bibliothécaire, a remarqué en fait la première fois qu'elle a eu un rapport sexuel qu'il se passait des choses étranges. Non, c'était pas un rapport sexuel.
C'est un rapport sexuel avec elle-même. C'est un rapport sexuel avec sa main droite. Ben, c'est déjà un rapport sexuel. Ou gauche. Ou les deux. Bon. Finalement, donc, elle a croisé John, qui est un acteur. Alors, Jon. Jon. On l'appelle Rajon. On l'appelle Rajong. Elle s'appelle Suzy. Hein et lui, il s'appelle Jon. Impeccable. Ce qui est bien, c'est que dès que ça parle de cul, tout de suite, on part en vrille. Allez. Alors, donc du coup, ils se rencontrent une fois, voilà, ils passent une soirée ensemble, ils vont coucher ensemble. Et quand ils couchent ensemble, il se passe quelque chose d'énorme. Ils stoppent le temps. Ils peuvent figer le temps pendant quelques minutes. Et ben, ça va leur permettre quand même, voilà, d'essayer, voilà, de profiter de leur pouvoir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire si on a figé le temps? Bonne question. Qu'est-ce qu'eux vont faire? Eh bien, ils vont essayer de faire des braquages. Ah bon? Ouais. Voilà pour le pitch. Alors au niveau déjà du scénario, je pense que là clairement on peut pas dire que c'est du vu-revu, c'est quand même plutôt très original. Comment ça? Toi, quand tu fais l'amour à ta femme, t'as pas le temps qui se fige? C'est pas assez bien. C'est pas assez. Ah ben voilà. Ça va pas être ça, va être ça. Ça va être ça. C'est la différence, elle est là, Matt. Voilà. Faut s'entraîner Ou alors là-dessus. c'est Eve, c'est celle qui se touchait les deux doigts et hop, elle arrêtait le temps. C'est ça. C'était dans je sais plus quelle série. C'est ça, ouais. La fille, elle parlait à une lampe sur sa table. Mais pourquoi je connais ce générique? Pierrick, tu fais peur de temps en temps. Graphiquement, vous en avez pensé quoi, vous? Alors, graphiquement, on est dans du comics indé, un beau travail sur la mise en page et surtout un gros travail sur la couleur, parce que ces moments où il fige le temps, entre guillemets, sont graphiquement très très représentés. Ça reste assez sobre et efficace, j'ai envie de dire, parce que on est dans quelque chose de très très narratif, avec beaucoup de texte en définitive, très très peu d'action, mais le dessin vraiment arrive à... C'est très bien raconté en fait, il y a une narration qui est très fluide, même s'il y a des moments, alors j'ai eu l'impression de temps en temps, parce qu'ils jouent beaucoup sur les flashbacks, les retours en arrière, etc., il y a des moments, j'ai eu l'impression que le bouquin était posé dans le désordre, parce que il y a des moments qui m'ont semblé pas très clairs. Maintenant, c'est vrai que c'est... J'ai envie de dire, c'est entre guillemets une sorte de leçon de narration, c'est-à-dire que il commence en nous disant « Hey, je vais vous parler de cul, mais je le fais pas tout de suite, vous allez devoir attendre un peu avant que ça devienne intéressant. » Et ils arrivent à parler d'autre chose. Voilà, donc graphiquement, il y a ce côté sympa, mais surtout, ce que j'ai trouvé intéressant dessus, c'est que premièrement, ça parle de cul crûment, j'ai envie de dire, sans être vulgaire. Il y a aucune vulgarité dedans. C'est donc d'ailleurs on n'est pas dans du porno, on n'est même pas dans de l'érotisme, j'ai envie de dire. Ça parle juste de choses naturelles. Mais c'est juste que leur pouvoir magique entre guillemets vient du fait qu'ils ont un orgasme. Et ensemble. surtout, ils arrivent à traiter vis-à-vis de ce scénario de casse, quoi. Hein, c'est une BD de casse, d'un sujet très rarement traité, ou alors dans des BD très intimistes, un peu planqués, tout ce qu'on veut. De la découverte de la sexualité. En tout cas, dans ce tome-là, il parle beaucoup de la découverte de la sexualité, de bon Dieu, je viens de faire quelque chose avec mon corps, je comprends pas ce qui se passe, comment est-ce que j'en parle et avec qui? Quelque chose qui est un sujet qui est un peu tabou en fait, parce que n'importe qui, la première fois qu'il y a un truc avec son corps, qui comprend pas ce qui se passe, t'en parles à qui? Et puis elle n'est pas majeure a priori. Oui. Oh. Et puis apparemment une famille un peu puritaine. Enfin bon, la difficulté là-dessus. Non, pas une famille puritaine. Le papa Ouais. n'est pas là et la maman est défoncée. À côté de ça, il se permettent des gros délires dedans avec un passage comédie musicale à la Queen. Yes. Voilà, au milieu de la BD. Et tu vois ce passage-là, et tu fais, mais oui, je suis dans une comédie musicale, sauf que t'as pas de musique, t'as rien du tout, mais t'es dedans. Voilà, très réussi. Et en plus, j'ai beaucoup aimé, au final, les dernières pages, où il y a beaucoup de détails, de notes, de délires, de blagues des auteurs. Le moment où ils refont les dialogues d'une case, où ils font une petite sorte de petit remake sur un film érotique qui s'appelle Barton Fink. Et toutes les cases possibles étaient quand même excellentes. Et enfin bon voilà, ça arrive à être drôle, mais à avoir une certaine profondeur en fin de compte, et à traiter des sujets, j'ai envie de dire, assez graves, en tout cas pour un jeune qui découvre son corps. C'est grave. Maintenant on en rigole, hein, mais à l'époque on n'en rigolait pas, je pense. Voilà, c'est assez réussi. J'ai envie de voir où ça va mener parce que ça part à la limite dans un côté super héroïque et j'ai peur que ça parte un peu dans le n'importe quoi dans le tome 2 que je n'ai pas encore lu, même si on verra. dessus. Ouais, c'est pareil, j'ai pas encore lu le tome 2, mais j'ai hâte de le lire parce qu'effectivement, on mélange un peu les genres, on est dans l'enquête policière, on est dans le fantastique, on est dans
y a une ambiance un peu manga aussi au niveau de certains traitements. Il y a ce côté sexuel mais qui est très tempéré par le dessin cartoony. Ok. Ouais. On est en train de le perdre. On le perd, mais on va le récupérer. Hein. Non, mais si t'enlèves ton casque, on t'entend quand même. Hein. Si pour Noël vous trouvez dans un catalogue une paire de poumons, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un mail, hein, y a pas de souci. Donc bref, oui, il y a du sexe, mais en même temps c'est le sexe des vrais gens qui découvrent le sexe, des jeunes, hein, tout simplement. C'est la vraie vie, quoi. Il y a rien d'exagéré, il y a rien de porno, rien de vulgaire, rien de vulgaire. Ça fonctionne bien. Et puis alors la construction scénaristique, voilà, en flashback, flash forward. Voilà, on est tout le temps dans la DeLorean en fait, en spectateur de tout ça. On est dans la DeLorean et hop, on se balade à droite, à gauche, machin, un coup en avant, un coup en arrière. Bon, j'ai rien dit, hein, c'est pas que voilà. Oui. Mais voilà, c'est ça. On est spectateur en étant dans la machine à voyager dans le temps. C'est juste terrible. Et alors le côté un peu science-fiction qui débarque avec d'autres personnages qui ont à peu près le même pouvoir mais qui le maîtrisent. Voilà, mais qui le maîtrisent. Ça peut promettre de bonnes choses, mais il faut faire attention, comme tu le disais, de pas partir dans n'importe quoi. Oui, parce que ils ont des looks, les personnages, entre guillemets, ils sont terribles. C'est très drôle. Terrible. On est dans le décalage permanent, ils sont terribles. Voilà. S'ils arrivent à garder ce côté décalé, mais avec ce fond, c'est ça. De maturité, en fait. C'est ça. Ça peut marcher. Pour revenir sur les conneries qu'ils font quand ils profitent de leur pouvoir de figer le temps, ils vont pas dans une supérette, ils commencent pas par une banque, non, ils commencent par un sex shop. Et ils se tapent des délires de démontage de sex shop, de transporter les objets du sex shop d'un côté à l'autre, les mettre sur la tête des gens, les mettre sur la tête des gens. Enfin, ils se tapent vraiment des délires. Donc il y a une ambiance totalement fun, totalement délire dans cette BD qui est vraiment très sympa. Tu en fais quoi? Vous avez parlé qu'il faisait il chier aussi dans le pot de fleurs de son patron. Ah ouais. Ça c'est un des Et points. ça c'est la vengeance, ça fait partie de la vengeance. Ouais. On peut pas tout spoiler non plus. Voilà. Bah écoute, tu en fais quoi? C'est un bon premier tome, j'en fais quoi? J'attends le deuxième, je l'offre à personne pour l'instant, je sais pas ce que ça donne ensuite. Thio? Bah moi ça serait on va dire à ranger dans mon étagère comics que je suis en train de monter parce que j'en avais pas beaucoup et ça commence à devenir un petit peu gros. Mais surtout ça serait à essayer de ranger dans mon étagère comics parce qu'en fait ça rentre pas. C'est pas la bonne taille. Mais bon, ça c'est autre chose. Non mais c'est presque à ranger dans la case shonen, hein. Mais t'as pas de case shonen. C'est ça, exactement. Alors moi je le range entre le guide du sexuel et un Manhara. Parce qu'en fait j'ai du mal à savoir où le classer entre le truc adulte et le truc éducation sexuelle, tu vois. Parce qu'il y a ce côté-là, il y a un côté qui je pense est intéressant. Voilà. Ouais, là l'éducation sexuelle, je valide pas à peine dans le truc. Bah, ça pose des questions quand même que je trouve intéressantes. Passe à la suite. Last Man, tome 7. Alors bon, je vous le dis tout de suite, hein. Je vous préviens, si vous ne voulez pas avoir de spoil sur les tomes 1 à 6, vous passez à la rubrique suivante qui traitera d'une autre bande dessinée. Parce que là, forcément, on attaque un nouvel arc qui se passe 10 ans après les 6 premiers tomes. Et donc forcément, je vais vous parler de choses qui se sont passées dans les tomes 1 à 6. Alors on attaque. Pour rappel, Marianne est morte. Richard Aldana a été emprisonné dans les geôles du château de la Vallée des Rois. Et justement, ce Richard Aldana se retrouve la cible d'une opération commando menée par des forces rebelles au sein de la Vallée des Rois qui veulent le récupérer pour que Richard établisse un petit peu la vérité. La vérité parce que le roi de la Vallée des Rois a très peur de ces soulèvements. Il est dans une espèce de psychose complète face à l'inconnu et aux horreurs potentielles que la religion en place donne sur les habitants et les mœurs de l'éther. Ceci étant dit, il n'a pas totalement tort non plus. Et donc Richard Aldana s'évade avec l'aide donc d'un petit commando et il se retrouve embarqué en direction de l'éther. Dans l'éther, il retrouve Adrian, le fils de Marianne,
qui lui est en train de travailler comme espèce de mineur sur une île perdue au fin fond du trou du cul du monde. Et on peut dire qu'il fait montre de belles aptitudes au combat, ce jeune homme. Il a été bien entraîné. Hein. Et alors, il a été bien entraîné. Il nous avait montré quelques bons petits coups, mais il était quand même assez timoré, assez peureux. Il avait 8 ans. Assez gauche. Il avait 8 ans. Voilà. Non, mais il avait l'air quand même plus doué pour la lecture que côté Sangoku au même âge. Il avait 8 ans, il participait à un tournoi d'arts martiaux, il démontait la gueule des gens. Et j'ai envie de te dire Sangoku aussi. Mais on n'est pas dans le même registre. Et donc là, voilà. Il détruit pas des planètes, c'est vrai, pas encore. C'est vrai. Et donc, bref. Donc, il a bien grandi, ce jeune homme. Autre personnage qui a bien grandi, eh bien, c'est Elorna, la jeune fille brune, qui est accessoirement la fille du capitaine de la garde royale, qui est donc devenue une magnifique jeune femme, qui n'est pas tout à fait consciente de ses charmes, qui est prête à se fiancer avec une tête à claque, hein, on peut le dire. Qui était déjà dans le tome précédent. Voilà. Un jeune sympa, mais... Et en tant que garde de la garde royale, elle poursuit Richard Aldana lors de son évasion. Et elle va donc se retrouver dans les terres. Elle va donc se retrouver dans cette zone où les habitants ont une vue pour le moins dissolue et lubrique, et où Post-apo, elle, quoi. en tant que jeune oie blanche, n'est pas tout à fait consciente de ses atouts, et encore moins de son principal atout, sa virginité. Bref, ça t'a plu ? Comme toujours avec la semaine. Ça pète dans tous les sens, c'est plein d'actions, plein de retournements de situation. Alors, on a un nouveau statu quo qui est très très bien mené, qui utilise très bien le passé sans y être totalement affranchi, je veux dire. On peut suivre cette histoire à partir du tome 7, j'ai envie de dire presque, même si c'est toujours un plus d'avoir lu les précédents. Bien sûr. Euh, C'est un poil moins déjanté et fun que le premier arc. En tout cas pour l'instant, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, je pense aussi. le premier tome était pas très déjanté non plus. Le premier tome, Oh, le si, tome 1. Le tome il y avait- 1, non. Il y avait plein de références à d'autres choses. Là, il y a moins de références Ouais. annexes. Il y a un peu moins ce côté délirant. Mais les personnages sont toujours très bons. Il y a plein de cases, plein de répliques où je me suis fendu la poire comme un bossu. Voilà, ça reste du très très bon. Moi, j'ai bien aimé la référence, en fait, au shérif de James Bond, J.W. Pepper. J.W. Pepper, j'ai fait exactement la J'étais même. là, je J'en me ai suis parlé dit, à ma femme. C'est J.W. Pepper. Voilà. Appelez mon cousin! J'ai raté la référence. Ah ouais, tu as raté la référence. Ah ben ça, il faut voir que tu le regardes. Donc c'est dans James Bond, c'est le flic perdu au fin fond de la campagne du Sud, qui chic et qui crache par terre. C'est pas dans le mot pistolet d'or qu'il le croise la première fois? Parce qu'en fait, il le croise, il est en vacances. Je sais plus, je m'en rappelle pas. C'est un personnage récurrent dans James Bond. Je crois qu'il apparaît dans deux. Mais moi, hein. je me souviens dans celui-là, donc c'est un des James Bond avec Roger Moore, Ouais. et C'est là où qui pistolet d'or. qui se passe dans les marais du côté de la Louisiane. Alors, il apparaît dans deux, en fait. Et donc voilà, c'est le même qui est en train, qui jure comme un charretier en permanence. On se retrouve avec une succession de 3 ou 4 ou 5 pages où il ne se passe pas une réplique sans qu'il sorte un juron, quoi. Et puis alors attention les jurons, ils sont allés les chercher loin quand même. C'est dans Live and Let Die et L'homme au pistolet d'or. Live and let die. Ok. Bon, McCartney alors. Et les Wings. Et les Wings. Tu en fais quoi? Ben, je t'aurais dit que je l'aurais bien mis à la suite des 6 premiers tomes, mais ils sont pas à moi. Mais j'attends de pied ferme le 8. Thio? Tu penses qu'ils feront une intégrale un jour? Ah bah ça, si elle sort, je la prends. Mais comment tu fais une intégrale c'est plus Ah, gros. ça On va fait être un énorme. gros pavé. C'est hein. plus gros que la Bible, Un en truc fait. qui me ferait délirer, c'est qu'ils le sortent en couleur. Mais pas en couleur criarde, vraiment juste des petites touches de couleur. Oh, je suis pas sûr. Ah, des petites touches. Thio, t'en fais quoi? Bah, c'est le truc à offrir. Et en même temps, c'est le cadeau pourri parce que si tu offres le 1, tu sais que les gens ils vont acheter les autres, quoi. Ah, c'est comme le crowdfunding, hein, tu commences à mettre un doigt dedans. Tu mets un doigt dedans et après tu mets le bras. hein. Ok. C'est comme Pamela. Donc c'est à offrir et si À offrir, mais si, vas-y. à mais offrir, écoute pas. offrir si vous l'avez pas, si vous l'avez chez vous, mais si vous l'avez pas chez vous, c'est vraiment à acheter, c'est à lire, c'est excellent. Et je pense ce qui est bien, c'est que c'est, je pense, un bouquin qui est transgénérationnel. Ça peut plaire à du gamin comme ça peut plaire à du trentenaire et ça peut plaire même à du cinquantenaire. Je pense que c'est vraiment un bouquin génial.
Bah, moi, je l'utilise comme cheval de Troie pour séduire les haters de manga, tous ceux qui disent le manga ça pue, etc. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs avec le shonen et le manga classique, et que c'est un bon moyen de le mettre entre les mains de gens qui vont chier sur le manga sans savoir ce que c'est. Ouais, mais en même temps, on voit bien que c'est français parce que dedans, on a les autocollants style Panini. Ouais, mais ça, sauf que ça, c'est Panini, bon, eux, ça, ils éditent des BD américaines. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il y a des trucs de foot aussi, mais. Ouais. Détective, les tomes 1 et les tomes 2. Détective, c'est une série dérivée de 7 détectives. Alors dans la série 7, Il y avait 7 détectives. où à chaque fois il y a 7 trucs. Alors il y a eu 7 nains, il y a eu 7 détectives, 7 samouraïs, 7 pirates. 7 pirates, enfin je sais pas quoi, enfin 7 trucs. Enfin, tout le 7 temps. nains, ça c'est une connerie. Hein. Ça a pas. 7 nains, c'est une connerie. Si, il est pas. sorti. Non, c'était pas. Non, pas 7 nains. Non, c'était Blanche-Neige, ça. Non mais il est vraiment sorti. Non, 7 c'était nains. Blanche-Neige et les 7 nains. Ah, mais je t'assure que 7 nains est sorti. Non, c'était Blanche-Fesse et les 7. Non, C'est un pas. des derniers qui est sorti. Blanche-Main et les voilà. 7 Bon, on fesses. s'en fout, c'est un des derniers qui est Non, sorti. mais je Blanche-Fesse, t'assure. c'est les 7 nains. Les 7 nains. Voilà, Wilfried Lupano d'ailleurs au scénario. Enfin bon. Là c'est Xavier Hanna qui scénarise. Et pas. Et bah il y avait 7 détectives, donc il a prévu 7 histoires avec chacun indépendante, avec chacun des détectives qui sont dans la BD. 7 détectives que je n'ai pas lu. Vous l'avez lu? Non. Non. Mais pourtant, c'était une série qui m'intéressait parce que je trouvais le concept intéressant. Le concept est intéressant, mais c'est comme toutes ces séries à concept. Il y a des tomes très bons, des tomes moyens et des tomes de merde. À ce que j'ai entendu dire au niveau de la critique. Là, on a 7 détectives dans des genres très différents, qui vont essayer de voir un peu tout le panel des histoires policières. Et donc, on commence avec un tome 1 qui va s'intéresser à Miss Crumble. C'est un peu la Miss Marple. Miss Crumble, le monstre beauté. Ouais, Oui, parce ouais. que pour compléter ce que disait Pierrick, en fait, les 7 détectives en question reprennent des personnages connus de la littérature ou des séries télé qui proviennent parfois aussi de la littérature, et avec des noms juste légèrement modifiés. Donc voilà. Donc Miss Marple, c'est Miss Crumble. Voilà. Donc là, on est... Miss Marple un peu bodybuildé quand même. disons que voilà. Ah oui, je vais venir elle là-dessus. envoie. Ouais. Disons qu'elle a plus de poitrine que Miss Marple la vraie, C'est quoi. plus Derek que Derrick, quoi. Ouais. Et c'est un peu étonnant qu'elle tienne comme ça, étant donné qu'elle est censée être plus toute jeune. Mais bon, et que voilà. Bon, elle est là, retraitée. Ça, c'est de l'entretien, ça, c'est autre chose. Ça, c'est l'entretien, ça. Bref, on est en 1918. Ils sont dans leur petit bled paumé qui s'appelle, je cherche, Sweet Sweet Cove. Et bien sûr, il va y avoir un meurtre et il suspecte quelqu'un qui surnomme le monstre beauté, qui laisse des grosses traces de bottes boueuses derrière. Et Miss Crumble, qui elle a souvent aidé la police et les détectives, etc., commence à s'intéresser à cette affaire et à essayer de comprendre ce qui se passe, parce que c'est lié avec le retour de la guerre d'un homme qu'on croyait mort et dont la femme est devenue alcoolique entre-temps, machin chose. Et bien sûr, il va y avoir une histoire d'héritage. On est à de fond succession, dans les mêmes histoires etc. qu'Agatha Christie, quoi. Voilà. Je vais essayer de le faire vite parce que j'ai quand même 2 tomes à résumer. C'est sympa, graphiquement, j'ai trouvé ça très joli, très dynamique. J'ai un peu du mal à savoir où veut en venir, je sais pas si c'est le scénariste ou le dessinateur, à faire un personnage de retraité aussi sexy. C'est la cougar. Ouais, c'est assez étrange. Elle a un décolleté, je sais pas. Enfin bon, je trouve que c'est un peu gratuit pour le coup, mais bon. Sinon, l'intrigue est bien menée. C'est un poil bavard quand même. C'est tout à fait dans le genre littéraire que c'est censé représenter, mais en BD, je l'ai trouvé un peu lourd à lire. Voilà. Et puis en plus, j'ai deviné qui était le coupable avant la fin. Donc, mais ça, il se la pète parce qu'il a recommencé le bouquin 2 fois aussi. Ouais, c'est peut-être pour ça. J'ai mis en 2 fois parce que c'était lourd à lire. Vite fait, votre avis sur celui-là? Moi, j'ai trouvé l'ambiance vraiment digne de ce que c'est censé, ce à quoi c'est censé ressembler. Voilà, même remarque que toi sur Miss Marple là, qui a pris des anabolisants, qui a pris des cours avec Véronique et Davina. Bref, elle tient une forme plus qu'exemplaire. Bon, ceci étant dit, le scénario tient la route avec ce qu'il faut d'humour et ce qu'il faut d'intrigue, de suspense. C'est assez dynamique, mais en même temps, ça reste dans le ton. Voilà, on n'est pas dans du Chuck Norris. Il y a pas mal d'indices visuels, l'air de rien, et du coup, on se met à chercher nous aussi. Tout au long de la lecture. Je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé, est-ce que c'est le whodunit classique, c'est-à-dire qu'on a plein de suspects, ouais. On a plein d'indices dedans, et l'auteur nous donne les moyens de trouver. Exactement. C'est pas facile, mais on peut trouver. Exactement. Voilà. Donc du coup, j'ai trouvé que c'était très très bon parce que bien mené et graphiquement et au niveau du scénario. Thio ?
Bah, moi, c'est moi qui les ai achetés, donc j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. C'est des une fois, bonne tu série. vas chez la merde, ça arrive. Genre, t'achètes jamais de merde, toi. Rarement, j'avais goût très sûr. Non, tu es En très fait- bien conseillé par la BDRI Aix-en-Provence. Non, en fait, putain, le placement de produit. Oh, le placement de produit. Non, en fait, je dirais simplement que je suis bien conseillé par mon goût. Comme c'est des trucs que j'aime a priori, forcément, je suis pas déçu parce que j'achète. Moi. Non, alors, donc, Trêve de prédatrice, c'est vraiment, je trouve, la représentation dans la série elle-même, de tous les types de détectives. On a Miss Marple, dans d'autres, on va avoir du Hercule Poirot, on va avoir un peu du côté Mike Hammer. Mike Hammer, ouais. Bah, là, Clairement, c'est le ça, tome c'est 2, le c'est deuxième Mike Hammer. tome. Ouais. Richard Monroe, là, on est purement, donc 1935, la grande gloire d'Hollywood. Et là, on est dans le polar hardboiled. Ah ouais, mais là, il me l'a enfilé, mais alors d'une force. Non, mais c'est- il y a le tome 2, 3, 4, 5, 6 et 7 qui sont passés. Non, mais Ouais. vas-y, il me parle Non, de mais Mike Hammer. on a du timing, Non, là. c'est pour enchaîner, c'est pour Oui, tenir le timing. c'est pas pour te faire du mal, rassure-toi, que je te l'enfile. Donc, oui, on est dans une ambiance polar hardboiled avec le mec avec la tête pleine de bandages. Ça m'a beaucoup fait penser à Unread Bullets pour le coup. Et là, ouais, on est dans une histoire dans le monde d'Hollywood. C'est beaucoup plus léger dans le ton, beaucoup plus viril et musclé, beaucoup moins bavard aussi, j'ai trouvé. Et c'est plus le genre de polar que j'apprécie en bande dessinée. C'est-à-dire que Miss Crumble, c'est quelque chose que j'apprécie plus en littérature qu'en bande dessinée. Et là, je trouve que, pour le coup, Richard Monroe est beaucoup plus efficace. Et pareil, un dessin un peu cartoony, bien péchu comme il faut. Alors, c'est pas le même bien dessinateur, hein. Non, parce que ça change de c'était- dessinateur à C'était chaque Guy fois. Nebeau sur le premier et c'est Nicolas Sûr sur le deuxième. Par contre, au scénario et la couleur, ce sont les mêmes. hein. Sur le deuxième tome, donc, tu disais... Non, mais c'est un autre Donc, ça style. fait... C'est un autre style, mais moi, je trouve que tous les bouquins sont vraiment dans l'archétype des différents enquêteurs qu'on peut trouver. Le Mike Hammer dans le tome 2, le Hercule Poirot dans le tome 3. Et puis, il y a beaucoup, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'humour, en fait, dans les 3 bandes dessinées. C'est vraiment agréable à lire. Elles se lisent toutes indépendamment. C'est, je pense, une bonne série. Alors là, je dirais tout de suite ce que je peux en faire. Hein. C'est une bonne série à offrir. Parce que c'est que des one-shots, quoi. Et chacun peut y trouver son petit plaisir. Ça fait une belle collecte. Voilà, je trouve que c'est vraiment la bonne idée Noël. Je vous la donne tout de suite, c'est la bonne idée. Achetez ça pour Noël. Voilà, c'est mon avis. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Tu n'as pas trop parlé du scénar sur ce deuxième Non. tome. C'est pas accéléré, parce que c'est vrai qu'on essaie d'avoir un timing maintenant. Ouais, bon, on essaye. Bref, donc c'est Avalamon et James Cromwell qui sont des étoiles montantes du cinéma, machin. Et James s'écroule sous l'effet d'une balle à blanc, mais qui était censée être à blanc, mais qui ne l'était pas tant que ça. James Lee. James Lee. Et donc voilà, forcément la partenaire avec qui s'était disputé et qui appuie sur la détente est immédiatement arrêtée, mais le détective privé, lui, qu'il avait déjà rencontré lors d'une précédente affaire, va venir au secours de cette magnifique jeune femme. Femme fatale, machin chose. Femme fatale, machin, etc. Bref, c'est très bon. Le Mike Hammer, là, il a un physique de James Bond quand même, plus que de Mike Hammer quand même. Mike Hammer jeune, il était beau. Hein. Ouais, mais quand même petit. Ouais, mais sans alcool, il était beau, quoi. Ouais. Bon, on passe à la Bref, suite. bon, Ouais. c'est du tout bon, T'en fais quoi, régalez-vous. Qu'est-ce que j'en fais ? Ben, je le relis parce qu'en fait c'est un scénario qui mérite la relecture pour aller rechercher encore les indices et voilà. Moi rien que ça, ça veut dire que c'est tout gagné et c'est tout bon quoi. Ok, nous passons donc à la suite. Les Prométhéens, tome 1 et tome 2, on parle des 2 tomes. Dans notre prochaine émission, la Splash Page, qui se sortira normalement le 6 décembre, on aura une interview de Rafa Sandoval, qui est le dessinateur en fait, des Prométhéens, qui est paru donc, chez Le Lombard, qui est sur un scénario de Henschner Et Hervé. et Herzé. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il valide, c'est bon. C'est toi qui as le bouquin devant. Hein. Ouais, mais du coup, en fait, j'étais pas sûr. Donc les Prométhéens, quel est le pitch ? Le pitch, c'est tout simple. Les dieux de l'Olympe n'ont pas disparu. C'est simplement que les hommes ont arrêté de croire en eux. Donc, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les dieux ont dû se trouver un taf, quoi. Alors certains sont devenus fossoyeurs, d'autres sont devenus, on va dire, dans l'écologie, d'autres ont monté des projets, d'autres sont armateurs. Enfin bon.
Et Oui, puis on a quand même un petit parrain de la mafia, quoi. ouais, mais attends, ça va, je parle des mecs qui ont bien fini. Quand même. Après, on C'est a ça quand donc tu parles de la mafia. on en a aussi qui sont mercenaires, si tu veux, ça. Ouais. Voilà. Et donc du coup forcément il y a une coupe dans mon pitch, c'est ça qui est lourd. Comment ça commence dans le tome 1 de suite on commence par une chasse avec la chasse d'un dieu qui est quand même Poséidon, qui va vite finir rasé de très très près, tellement près en fait il est décapité. Finir sushi. C'est ça. Et ben donc voilà, en fait c'est qu'il y a quelqu'un sur Terre qui chasse les dieux. Il s'appelle Timos et on va maintenant découvrir pourquoi les dieux ont quitté l'Olympe, pourquoi... Enfin, on va essayer de découvrir tout ça, parce que pour l'instant, c'est juste le début. Mais pourquoi les dieux ont quitté l'Olympe et pourquoi est-ce qu'il va peut-être falloir qu'ils se réunissent et qu'ils se fassent une sorte d'alliance tous ensemble, alors qu'ils peuvent plus se voir, parce que c'est des histoires de famille, ça forcément. Ils peuvent plus se blairer. Hein. Puis vu le temps qu'ils se connaissent, C'est vous laisse dur. imaginer, quoi. Et justement, faire une alliance pour essayer de combattre Timos, qui lui n'a qu'un seul but, c'est de tuer tous les dieux. Au milieu de ça, on a aussi donc les moires, qui sont les sortes d'oracles des dieux qui sont présentes, qui dirigent un peu le truc, mais sans le diriger, en donnant des indices, mais sans trop en donner. Forcément, à la manière d'oracle à la con, qui vont te dire qu'il faudra que tu fasses gaffe quand tu sortes en passant sous l'échelle de droite. Mais tu sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'échelle en face de chez toi, mais ça a une image. Mais, c'est bon, quoi. Tout ça. C'est très bon. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 2 tomes qui ont des approches très différentes. On a un tome 1 qui est vraiment axé sur les dieux et la relation qu'il y a entre les dieux, et un tome 2 qui s'intéresse aux humains qui se retrouvent confrontés à cette affaire, parce que ils vont tomber sur des cadavres et se rendre compte qu'il y a des problèmes au niveau ADN quand même, que c'est pas très humain tout ça. Ouais. Mais par contre... Avec les moyens de la police grecque de nos jours. Mais par contre, moi, ça me pose un petit souci. Moi, j'ai un petit souci avec le tome 2, c'est que j'ai eu du mal à un moment à différencier les personnages. Mais vraiment, j'ai eu beaucoup de mal. Oui, il y a 2 personnages féminins, il y en a un secondaire et un principal, et à un moment donné, on sait plus trop lequel est lequel. C'est un peu parce le qu'on souci. sait plus de quel côté on est de l'Atlantique. C'est pas faux. Moi, ça a été un moment où j'ai marqué une vraie pause dans la lecture, parce que je me suis dit, j'ai raté une étape, il se passait quoi? Ça m'a fait ça aussi. Ouais. Oui, même sensation. Mais ça reste très efficace, une intrigue super prenante, on a envie de savoir en fait ce qui va se passer, comment les dieux ont évolué. Surtout quand on commence à avoir des réponses, en plus on a comment ça s'appelle on a Zeus qui est toujours dans ses travers mythologiques, et on a toujours Héra qui est dans ses travers mythologiques aussi. Ah, et elle a bien raison. Et l'air de rien, voilà, tout ça, ça fait quand même un sacré... c'est un sacré bordel. Hein. C'est un sacré bazar, ouais. Mais qui est quand même vraiment intéressant. C'est très bon. Même moi, sur ce deuxième tome, le côté angle de vue depuis les humains sur les événements surnaturels, je trouvais que c'était un traitement qui était vraiment très 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 sympa. On traite aussi l'impact que ça a sur leur vie au quotidien, l'impact que ça a dans leur boulot. Et puis merde, il y a des meurtres entre dieux, entre super-héros, si on devait faire une comparaison. Il y a des enquêtes de la police dessus. Et oui, c'est pas en bas. Ça nous concerne pas, ils vont régler ça entre eux. Non, voilà, c'est ça. Il y a un impact direct sur leur boulot et sur leur vie. C'est qu'ils ont retrouvé des corps. J'ai hâte de voir la confrontation justement qui arrivera sans doute dans le tome 3 entre les humains et les dieux, et comment ça va être géré. Parce qu'on a quand même des personnalités au niveau des humains qui sont assez fortes, des personnages qui sont intéressants en soi, clairement, qui ont, je pense, le tempérament pour tenir tête aux dieux, mais qui ont peut-être pas le pouvoir, quoique peut-être le pouvoir médiatique ou légal, mais ça ira pas beaucoup plus loin. Ouais, c'est clair. Et puis la mise en place des moires est vraiment très intéressante, parce que elles n'ont plus envie de rester en retrait. Elles se sont rendues compte qu'elles ont été exploitées pendant bien longtemps. Donc il y a aussi un sentiment de vengeance dans tout ça. Et visiblement, vu qu'elles ont un pouvoir non négligeable, ça peut réserver pas mal de surprises pour la suite. On notera aussi le dessin de Rafa Sandoval, que j'avais déjà beaucoup apprécié sur son travail sur la série Ultimate, qui là en plus a de la place. Il a vraiment de la place pour exprimer son talent, j'ai envie de dire. C'est très dynamique, une mise en page très moderne, très efficace. Voilà, franchement, un dessin que j'aime beaucoup. Sur les visages, sur les traits, enfin moi c'est très américain dans le ton, mais du fait qu'il ait cette place que lui apporte la BD européenne, on sent vraiment une patate, quoi. Ouais. C'était le signe pour te dire que... C'est le signe cabalistique de reconnaissance. C'est ça, mais il comprend pas. D'accord. Ok. Vous en faites quoi? Alors le problème, c'est que je l'aimerais bien sur mon étagère. Moi, en fait, je l'aimerais bien dans ma collecte. C'est je pense, le style de
Ouais, c'est le type d'histoire que j'aime bien garder. Bah moi aussi, donc on va devoir se battre. Hein. Bah, je vais appeler Timos. Ouais, le problème c'est que en fait, One IP va nous faire pareil. Moi, j'aimerais bien le garder aussi. Et là, on va être, à mon avis, assez emmerdé quand même. Ouais, on va tirer à la Bah moi, j'ai envie d'attendre l'intégrale pour tout lire d'un coup, parce que je pense que c'est le genre de récit qui supporte un peu mal l'attente entre les tomes. C'est un peu difficile après de t'y retrouver tes bébés, parce qu'il y a beaucoup de personnages quand même. Oui, beaucoup et je pense que ça mérite un petit intégral une fois que les 4 tomes seront parus. Voilà. Combien de tomes 4 qui sont prévus, il me semble. Hein, c'est ce qu'avait dit Rafa. Je ne m'en rappelle plus. Il vous le dira la semaine prochaine dans l'interview que nous avons fait au Festival des Calanques et des Bulles. Avec un magnifique doublage sonore. Ouais. Express. Et nous voici donc dans l'Express. On commence avec Tonichu, tome 9. Et oui, déjà le 9e tome, qui s'intitule Tendre Poulet. C'est mignon tout plein, parce qu'effectivement, c'est le grand retour de notre poulet favori. Hein. Pollo is back. Pollo a les boules plus que jamais. Pollo est plus méchant que jamais. Pollo est plus puissant que jamais. Bref. Pollo a un peu l'impression qu'on l'a... Ah oui, qu'on l'a pollonisé. Hein. Ouais. Il a pas aimé ça. Il a été bien empoulé quand même. Il a été bien empoulé. T'es con. Bref, bon, on retrouve notre univers totalement délirant avec le cibopathe de Tonichu. C'est totalement barré, hein, comme d'habitude. Le Chicken Pollo guerrier donc est de retour. Olive est présente en tant qu'agent infiltré. On a droit à un dauphin parlant. Je sais plus si on est au pôle Nord, au pôle Sud. Bref, c'est encore un animal totalement starbé. Ouais, donc c'est encore toujours Nawak. C'est encore toujours Nawak. On a encore un mariage à Las Vegas. C'est barré. Pardon, il n'y a pas un mariage, il y a 2 mariages à Las Vegas. Parce que le deuxième est encore plus barré que le premier. Pourquoi faut continuer à le lire? Parce que c'est starbé, parce que ça fait du bien, parce que c'est délirant, parce que ça part dans tous les sens. Parce que l'air de rien, l'intrigue avance gentiment, mais on sait jamais trop où. Bref, ça réserve des surprises. On se marre, ça fait plaisir. Tu valides, Thio? Totalement, en fait. Je te rappelle, c'était j'ai fait du schwimblick là. C'était une série en fait que j'ai découvert par hasard quand le Virgin a fermé parce qu'il vendait des bouquins à pas cher et j'ai fait tiens Tonichu, ça fait des années que je voulais l'acheter. Et en fait j'ai acheté le premier tome, je crois que j'ai acheté les 4 ou 5 suivants dans les 15 jours qui ont suivi. Et voilà, c'est vraiment une excellente série, je trouve. Ok, donc il faut continuer à suivre Tonichu. On enchaîne avec Saga tome 4 et peut-être même le tome 5. Ouais, on va faire un petit peu de bonus sur le tome 5. Ouais, à fond, franchement. À fond. Bon alors le tome 4, pour rappel, la fin du tome 3 donc nous laissait avec un couple de fugitifs qui avait réussi à semer ses poursuivants et qui espérait vivre tranquillement en paix. Hein. Pour vivre heureux, vivons cachés, voilà leur adage, mais bon malheureusement... c'est du Roméo, voilà, pour résumer rapidement, c'est les Roméo et Juliette. Hein. C'est ça. C'est 2 personnes de peuples différents qui sont en guerre mais qui sont amoureux et qui ont fait un gosse. Exactement. Et bon, donc ils vont essayer de rester en contact avec personne pour rester planqués, pour protéger également leur enfant. Leur fille, donc qui est une métisse, donc elle a des ailes dans le dos, c'est pas évident à cacher, c'est évident pour personne. Le prince Robot 4, lui aussi, il est un peu dans la moumouise, hein, parce qu'il est allé se planquer. Il profite largement des joies de la vie, sauf qu'il n'est absolument pas au courant de la naissance de sa progéniture. Donc voilà, bref, ça présente tout un tas de trucs un peu dans tous les sens, et surtout ça montre la difficulté de la vie de tous les protagonistes et de tous les camps. Et la vie de tous les jours. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que être père au foyer quand on doit cacher son enfant? Qu'est-ce que c'est que vouloir réussir dans les médias quand notre but c'est d'être planqué? C'est ça. Qu'est-ce que c'est que... Et qu'on a quand même un gros caractère et on n'aime pas trop faire de la merde. Voilà, et que on recommence à se disputer sur les tâches de qui fait quoi, qui fait le plus, machin chose, tout en ayant un scénar de science-fiction de malade. C'est ça. Et puis sachant que le scénar revient en plus sur certains personnages secondaires, la marque, le testament, Sophie, la traque, bref... On a l'impression que ça pose un peu au niveau du scénario, de la même façon que les personnages principaux sont en pause eux aussi en essayant de se planquer. Et c'est un peu comme un arc qui se tend, où voilà, ça prend de l'élan en fait. Ça prend de l'élan, c'est ça. Et on attend le départ, quoi. Et le départ c'est dans le tome 5, et là c'est un peu comme si tu bandes un arc en fait et qui te pète à la gueule, tu vois. T'as les 2 branches qui ont explosé, et en fait ta flèche est restée sur place, mais par contre t'as mangé sévère dans la face. Et quelle belle métaphore filée. C'est par contre, voilà, c'est un peu la sensation que j'ai eue en lisant le tome 5, c'est que ça part vraiment d'un coup. Mais ça part en nawak ou ça part en trop non, bien? Non, c'est que ça part vraiment
bah, disons que t'as plein de choses qui sont en place et bah, t'as plein de pions qui se mettent à bouger en même temps. Voilà, la partie d'échecs a démarré, quoi. Mais là, on va dire, t'as tout mis et d'un coup, bah, t'as tous les coups qui s'enchaînent. Et c'est vraiment génial parce que les personnages sont obligés de se... Enfin, c'est pas que du bourrinisme. Il y a plein de questions existentielles sur, comme tu disais, le rôle du père, le rôle de la mère, le rôle du pardon. Qu'est-ce que je peux pardonner, qu'est-ce que je ne peux pas pardonner. Enfin, c'est du bon. Voilà, c'est du bon. Et le tome 5 vraiment est à lire. J'attends la suite, quoi. D'accord, va vite falloir que je le lise. Concernant dessin, couleur, c'est toujours Oui. excellentissime. Il y a des Fiona pages, Staples, c'est sûr. il y a des pages complètes avec des cadrages de malade. Je vous renvoie au tome 4 avec la page complète sur le roi robot qui apparaît là. Ah ouais. Mais c'est un vieux. Pleine Il est un peu page. cathodique. C'est un vieux. Ouais, mais c'est le vieux qui a du pognon parce que Ouais. du coup, lui, il a pas en tube cathodique justement. Il a un bon écran plat, plasma, mon cul dans tous Ouais. les sens et il envoie du lourd. C'est Zeus, mais en version écran télé, quoi. Ok, saga à lire, à suivre, très bonne série. On poursuit dans les comics. On poursuit avec American Vampire tome 5. Alors, Henry Preston, qui est donc le fiancé de Madame la Vampire, il est aux portes de la mort après avoir été attaqué par une horde de vampires. Pearl Jones, donc, notre vampiresse qui est aussi sa femme. Petit résumé de la base. Il y a une nouvelle espèce de vampire qui est sur le continent américain, qui peut vivre le jour, qui est un peu bizarre, Et qui est surtout bien plus puissant que plus les autres. puissant, et qui ne craignent que l'or, qui peut leur faire beaucoup de mal. Et on suit en parallèle une jeune vampire gentille et un grand méchant Skinner Sweet, qui est son père vampirique. Voilà. La gentille, elle est dans une association de lutte contre les vampires, et Skinner Sweet se retrouve un peu forcé dans cette association. Et resté coincé à être dans cette association. Donc Pearl Jones, la vampiresse qu'il a créée, veut se venger à tout prix de cette horde de vampires qui a osé s'attaquer à son mari. Elle accepte donc de rejoindre cette obscure association là, qui est anti-vampirique, ce qui est assez paradoxal, qui s'appelle les Vassaux de Vénus. Et donc elle va demander et forcer la main à Skinner Sweet pour mener à bien sa vengeance. Et l'air de rien, ça va être saignant. Voilà. Là, clairement, le steak, il est pas bleu, le steak, il est pas à point, le steak, il est saignant, sanglant même. Ça envoie du lourd. Donc on a de l'action, on a du sang, on a les deux personnages principaux qui sont associés de façon totalement dévastatrice. Ça fait un peu les buddy movies à l'ancienne. Exactement, c'est une sorte de bon gros film d'action comme les Américains savent bien les faire. Voilà. Boire boire du début à la fin, boire. Et après, donc, on passe au tome 6. Alors, en fait, le tome 5 marque quand même la fin du premier cycle d'American Vampire. Le tome 6, en fait, va faire le lien entre les deux cycles. Et en fait, c'est essentiel. Enfin, c'est que des histoires courtes, que des one-shots, en fait, qui vont soit traiter de personnages qu'on a déjà vus, soit, en fait, traiter de personnages qu'on ne connaît pas du tout, mais qui sont juste des petites histoires pour situer les différentes époques, on va dire, de Skinner Sweet. Nous montrer que le premier vampire américain n'est pas Skinner Sweet, mais c'est un natif. Logique. Oui. Aussi. Alors, ce qui est intéressant dans le tome 6, c'est qu'on a, par contre, plusieurs dessinateurs, donc il y a des choses qui sont plus ou moins égales au niveau du dessin. Il y a alors je pense que t'as peut-être moins apprécié Jordi Bernet graphiquement. Bah, voilà, bah, mais écoute, Jordi Bernet, c'est une tu l'as légende. dit. C'est une légende. Tu l'as dit, voilà. Bon, bah, du C'est un coup, style un peu suranné, mais ça vient de son époque aussi. Il est plutôt jeune, je pense, le monsieur. Voilà, donc en fait, là, grosso modo, je vais sans doute me faire encore insulter en disant, mais comment peut-il dire que c'est pas bien? Bon, mais moi, ça m'a pas plu, désolé, les gars. C'est plus ou moins inégal, voilà. Certaines sont excellentes, d'autres au niveau du dessin m'ont moins plu, on l'a dit. Maintenant, au niveau du scénario, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on revient sur les origines de certains de nos personnages, sur des histoires parallèles qui nous racontent des choses qui sont intéressantes. C'est un bon tome d'attente. Maintenant, c'est vrai que moi, j'attends le second cycle qui est déjà de toute façon paru, qu'il faut que j'achète, mais voilà. C'est à continuer. À continuer aussi, on ne suit que des comics à continuer, donc on vous reparlera donc forcément en chronique s'il se passe vraiment un truc d'important, sans doute pour le prochain American Vampire, ou en express si la série suit son cours tranquillement.
merci de nous avoir écoutés. On a fait une émission un poil plus longue que d'habitude, mais on avait beaucoup de choses à dire. Et puis, Isaac était là. On s'est dit qu'on allait faire une émission un peu plus longue pour profiter de sa présence. Il commence à se faire rare. Et c'est vrai que si on fait pas des émissions un peu longues, on le voit moins. Tout ça, c'est pour lui, en fait, qu'on l'a fait. N'est-ce pas, Isaac? Merci les garçons. Vous pouvez, comme d'habitude, nous suivre sur Facebook, nous retrouver sur Internet, de partout, lavoixdesbulles.fr. On est sur Twitter, c'est moi des pieds. Il y a Oberon 13 aussi. Salut Oberon 13. Salut. Voilà. Si vous avez aussi envie de m'envoyer des liens de crowdfunding que vous auriez vu, des trucs super bien dont il faut qu'on parle absolument, n'hésitez pas. Je crois que OneIP après a fait mon adresse. Je vais te faire une adresse, tiens. Il a tio@lavoixdesbulles.fr. Okay, voilà, tio@lavoixdesbulles.fr. Tio, c'est facile. Hein. Et donc voilà, n'hésitez pas parce que dans le crowdfunding, il y a des très 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 bonnes choses et je vous en parlerai bientôt. Voilà, dans 15 jours, dans le prochain One Eye Club. Merci à vous. C'était vraiment un plaisir de passer cette soirée en votre compagnie. Maintenant, on va vite ranger se coucher car il se fait tard et que maintenant on est des vieux. Franchement, on commence à être réac. On va voir de se coucher et puis voilà quoi. Ouais, un peu bobo de gauche refoulé quoi. Ouais, c'est ça. Bobo de gauche refoulé. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous. Alors là, vous le voyez pas parce que c'est de la radio, mais j'ai les deux doigts levés. Hein. Hop. Voilà, non, ils étaient pas levés quand tu as dit. Ciao. Allez, ciao. Bye bye.